Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous présenter les expositions accidentelles aux risques aux liquides biologiques. On commence par l'introduction, donc c'est une urgence médicale, agit dans les 4 premières heures et l'idéal, à défaut dans les 48 heures. Donc le risque infectieux principal en cas d'accident d'exposition aux liquides biologiques est le VIH, l'hépatite C et l'hépatite B. Donc le risque le plus important est associé à des accidents professionnels, surtout si on a une piqûre profonde avec aiguille, écreuse et intraveineuse. Trois caractéristiques. Et dans les accidents sexuels, le risque important en cas de rapport anal-réceptif. Donc il faut faire le maximum pour connaître le statut sérologique de la personne source. Donc l'exposition au VIH est une indication urgente à un traitement antirétroviral dans les 4 premières heures. Donc en cas d'exposition du VIH, il n'y a pas d'indication de traitement antirétroviral lorsque la charge virale de VIH de personne source est indétectable. Donc l'exposition aussi à l'hépatite B nécessite une survaccination pour le sujet non immunisé, le sujet non vacciné. Donc après l'exposition à l'hépatite C, la conduite à tenir repose sur le diagnostic précoce et le traitement d'une éventuelle primo-infection. Donc dans l'hépatite C, il n'y a pas vraiment un prophylaxie. Si on a une infection, primo-infection, on le traite. Et n'oubliez pas, bien sûr, la déclaration d'un accident de travail si il y a un cas d'accident professionnel. Donc pour commencer, comme on a déjà dit, que l'accident exposition au risque, et on a trois risques, soit le VIH, l'hépatite B et l'hépatite C. Donc l'accident survenait dans le cadre professionnel ou bien non professionnel. Professionnel, c'est-à-dire exposition au sang ou bien de liquide biologique. D'accord. Mais non professionnel, soit relation sexuelle, soit pratique d'une injection de drogue. Maintenant, pour les AES, les accidents d'exposition au sang. Donc, ces accidents sont dus dans près la moitié des cas à le non-respect des précautions standards en hygiène, c'est-à-dire le port de gants, la non-recapuchonner des aiguilles, jeter immédiatement les objets piquants ou tranchants. Donc pour le risque de VIH, le taux de la séroconversion après exposition percutanée de sang d'une personne source vivant avec le VIH est estimé de 0,3 lorsque cette personne ne reçoit pas le traitement. D'accord. Si le risque est 0,3 chez un patient ne reçoit pas le traitement. Donc ce risque est maximal en cas de charge virale plus élevée chez le personne source et si le blessure profonde ou l'aiguille creuse contenant du sang. La prophylaxie par traitement antirétroviral post-exposition bien conduite réduit ce risque à un niveau presque nul. Pour l'hépatite C, le taux de transmission après exposition percutanée est inférieur à 3%. Surtout lors de pratiques de prise de drogue collective, le risque est lié au partage de matériel d'administration du produit, des aiguilles, des seringues, d'accord, mais aussi des pailles pour inhalation, du coton, des cuillères. Pour l'hépatite B, le taux de transmission après l'exposition percutanée chez un sujet non immunisé peut atteindre 40% pour patients sources antigène HPE positif et virémique. Donc, normalement, la vaccination est obligatoire chez les personnels de santé. Pour les accidents d'exposition sexuelle, donc le VIH, le taux de séroconversion est estimé cette fois-ci 1% c'est le pourcentage maximal, 1% pour le rapport anal réceptif et 0,1 après un rapport vaginal insertif. Donc, l'infectiosité est liée à la quantité du virus, c'est-à-dire la charge virale de patient source, bien sûr, aussi majorée par une éventuelle lésion muqueuse, aussi s'il est associé à autre IST, ou bien rapport lors d'une menstruation ou un saignement,
Donc, le risque est maximal au cours de viol et la circoncision diminue de la moitié du risque de transmission de sujets circonscrits par kératinisation de la muqueuse du glande. Donc, le risque de transmission du VIH lors de relations vaginales non traumatiques est nul lorsque le partenaire infecté est sous un traitement antirétroviral et la charge virale de VIH est indétectable depuis plus de 6 mois. Ça pour le VIH. On a le pourcentage, surtout pour anal réceptif. Et on a les facteurs qui augmentent le risque de transmission, surtout la charge virale, lésion du muqueuse, rapport lors de menstruation ou bien de viol, ainsi que aussi la circoncision et protège contre le VIH par le mécanisme de kératinisation de la muqueuse du glande. Et le risque est nul lorsque le malade prit son traitement et la charge virale est indétectable. Pour l'hépatite B, le taux de séroconversion est aux alentours de 50%. Pour l'hépatite C, le risque n'est pas significatif sauf ces relations sexuelles traumatiques. Donc, on va parler du traitement antirétroviral post-exposition. Donc, il y a plusieurs données cliniques attestant de l'efficacité de traitement post-exposition. Donc, une étude de 4 mois a montré une monothérapie par la zidovudine diminue à 80% de risque de contamination après blessure à haut risque. Les données de surveillance de AES au milieu de santé montrant que les infections survenant après traitement post-exposition sont exceptionnelles et presque exclusivement liées à un défaut d'observance ou une résistance virale qui est assez rare. Donc, les modèles d'expérimentaux et les données in vitro suggèrent que le traitement est inefficace lorsqu'il est administré plus de 48 heures après l'accident et la durée de traitement est de 21 jours. Maintenant, on passe à la conduite à tenir, bien la prise en charge devant AES. D'accord? On fait la conduite à tenir devant AES, puis la conduite à tenir devant l'exposition à liquide biologique. Donc, on commence par le AES. Premièrement, on commence toujours par les soins immédiats, c'est-à-dire nettoyage de la plaie. On commence par soit si on a des blessures ou bien piqûres. Alors, première chose, ne pas faire saigner parce qu'il y a un risque de brèche capillaire et favoriser l'infection. Deuxièmement, nettoyer immédiatement à l'eau courante et au savon. Puis rinçage, puis on fait l'antiseptique par eau de javel ou bien solution d'aquin ou bien l'alcool. Si on a projection sur la muqueuse, on fait rinçage immédiatement abondant au sérum physiologique. D'accord? Pour le premier point, c'est le nettoyage de la plaie. Deuxième point, par exemple, s'il s'agit d'un accident de travail, bien sûr, il faut déclaration d'accident de travail est obligatoire dans les 48 heures, avec réduction de certificat médical initial. C'est le VIH nécessitant une surveillance sérologique de 3 à 4 mois. Et bien sûr, réalisation chez les personnes exposées des sérologies. Attestation en absence d'infection au moment de l'accident, la sérologie faire dans les 7 jours suivant l'accident. Donc, il faut faire une sérologie, déclaration, certificat médical. Troisièmement, rechercher, bien sûr, il faut rechercher le statut sérologique de la patiente source. Soit le VIH, l'hépatite B et l'hépatite C. Surtout pour le VIH, si il est positif, on fait une charge virale. L'hépatite C, si il est positif, on recherche une réplication virale à la recherche d'une primo-infection. L'hépatite B aussi, on voit les anticorps anti-HBs. Si le statut est inconnu, on doit faire aussi une sérologie, l'hépatite B et l'hépatite C. Il faut connaître le statut sérologique de patient source. Maintenant, la gestion du risque de VIH. Comment? Par le traitement post-exposition. Donc, c'est l'urgence. Au mieux, c'est dans les 4 premières heures de l'accident.
par un médecin référent de VIH ou bien par un médecin d'urgence. Au-delà de 48 heures après l'exposition, la mise en route de traitement post-exposition est sans intérêt, car probablement inefficace et expose inutilement un risque iatrogène. On sait que les traitements antirétroviraux ont des effets indésirables comme toxicité hépatique, plusieurs effets qu'on doit les éviter, c'est au-delà de 48 heures. Pour le traitement antirétroviral post-exposition, donc, on doit donner un trithérapie. Donc, le choix préférentiel, c'est la tenofovir, anthracycline et la rilpivirine. Donc, ça, c'est en cas de malade inconnu. Mais lorsque le malade est connu, infecté par le VIH, le choix d'antirétroviral se fera au cas par cas, en prenant en compte sa charge virale, les traitements actuels et son génotype de résistance éventuelle. Donc, comme on a déjà dit, la durée du traitement est de 48 heures. Donc, pour le suivi virologique, c'est il faut faire une sérologie après 6 semaines, puis après 3 mois. Pour les contraceptions mécaniques, bien sûr, chez un sujet suspect, on dit suspect ou bien AES, il doit une contraception mécanique jusqu'à obtenir la sérologie de 6e mois, bien 12 mois. Maintenant, comme on a déjà dit, le risque est évalué selon le statut vaccinal de la patiente source et aussi selon le risque et la nature d'exposition. Le risque d'exposition, on a soit important, soit immédiat, soit faible. Important lorsque le piqûre a, comme j'ai déjà dit, 3 caractéristiques: profond, aiguë creuse et intravasculaire. Ça, c'est le risque important. Intermédiaire, donc soit par coupure avec bistouri, piqûre avec IM ou subcutané, d'accord, ou bien explosion après plus de 15 minutes. Le risque faible, par exemple, piqûre par seringue abandonnée, bien morsure, ou là. D'accord, ça, le risque selon la nature de l'exposition. Pour le statut de patient, soit sérologie inconnue, soit vivant avec le VIH. Si vivant avec le VIH, on fait la charge virale, soit indétectable, soit détectable. Donc, le traitement post-exposition est indiqué en cas de charge virale détectable avec un risque important et intermédiaire, ou bien sérologie inconnue avec un risque important. C'est 3 indications pour le traitement post-exposition. Maintenant, la modalité de prise en charge de l'hépatite B et l'hépatite C. Pour l'AES toujours. Pour l'hépatite C, il n'existe pas de prophylaxie vis-à-vis cette AES. Donc, la prise en charge rapide d'une éventuelle infection aiguë post-exposition, donc par la recherche de ARN de l'hépatite C et la mise en route d'un traitement antiviral efficace. D'accord. Pour l'hépatite B, c'est donc en général le personnel de santé est vacciné contre l'hépatite B. Donc le risque de transmission au cours de l'AES chez un répondeur à la vaccination, il est possiblement d'affirmer. Donc chez un patient vacciné, on fait les antigènes anti-HBs pour connaître est-ce qu'on doit faire une sérovaccination ou bien vaccination c'est tout. Donc c'est ça, c'est l'indication de la sérovaccination au cours de l'hépatite B. Donc quand est-ce qu'on fait la sérovaccination doit être mise en œuvre chez un patient non vacciné. D'accord. Chez les patients préalablement vaccinés et qui n'ont jamais fait un taux de anticorps, il faut doser premièrement le taux de anticorps anti-HBs. S'il est inférieur à 10, on fait refaire la vaccination. D'accord. Et s'il est supérieur à 10, c'est-à-dire le malade est protégé. On fait rien. Pour ça, c'est pour les indications. Pour les immunoglobulines,
on donne dose de 500, mais il y a le risque d'hypersensibilité. Donc, s'il y a l'indication de donner un traitement antirétroviral post-exposition, il est préférable que celui-ci ait donné une bonne efficacité aussi pour l'hépatite B, surtout l'association entre citabine et tenofovir. Donc, après l'exposition, il faut faire des suivis de transaminase et le marqueur aussi de l'hépatite B à 3 mois. Donc, la sérovaccination chez un sujet non vacciné est indiquée si le malade connaît positif, on donne les immunoglobulines plus la vaccination. Si inconnu, on donne seulement la vaccination. Si le malade est vacciné, on fait le taux des anticorps anti-HBs. S'il est supérieur de 10, on ne fait rien, quel que soit les positifs ou bien inconnu. S'il est inférieur à 10, s'il est positif, on donne les immunoglobulines. S'il est inconnu, on ne fait rien. Maintenant, on passe à la conduite à tenir ou bien la prise en charge. Donc, j'ai terminé par l'AES. On fait nettoyage, déclaration. Euh, on a fait nettoyage, déclaration, connaître le statut de personnel, le personne source. Et on a passé pour le traitement post-exposition par le VIH. Et pour l'hépatite aussi, selon le cas, soit vacciné ou non vacciné. Pour l'hépatite B, pour l'hépatite C, il n'y a pas de prophylaxie sauf si le malade est infecté. Maintenant, pour l'exposition sexuelle, donc première chose, c'est l'accueil. Donc le recours au système de soins dans ce contexte est généralement anxiogène. Donc il est impératif que le médecin consultant ait une attitude excluant tout jugement ou bien reproche ou stigmatisation. Donc il faut déterminer l'heure et la nature de rapport à risque. Rechercher les facteurs augmentent le risque de transmission, par exemple infection génitale, lésion génitale, ulcération, rapport anneau, rapport sexuel pendant les règles, saignement au cours des rapports. Donc rechercher le statut du VIH chez le personne source. Et en cas de personne infectée par le VIH, il faut mesurer la charge virale, comme on a déjà dit, pour l'indication de traitement post-exposition. Maintenant, les indications et modalités de la prophylaxie après l'exposition sexuelle. Donc, pour les indications de traitement post-exposition de VIH, c'est la même de AES. Pour le suivi, le recommandé, la même pour l'AES après 6 semaines, puis après 3 mois. Donc, lorsque l'exposition survient chez un patient qui fait rapport non protégé avec des partenaires multiples, notamment pour les hommes, donc il y a l'indication de la prophylaxie. On pose la question de l'indication de la prophylaxie antirétrovirale pré-exposition, surtout chez les travailleurs de sexe. Recours fréquent, idéalement tous les 3 mois, au dépistage par le VIH. Les indications et les modalités. Les indications et les modalités de la sérovaccination contre l'hépatite B sont les mêmes pour l'AES. En cas d'exposition sexuelle traumatique, il y a le risque de l'hépatite C doit être pris en compte avec surveillance clinique et biologique. Donc ici, comme on a la nature ici des rapports et pour toujours la personne source avec la charge virale. Et on a aussi c'est la sérologie inconnue. Donc pour le traitement post-exposition, il est indiqué en cas charge virale détectable, quel que soit le rapport, sauf en cas de filation réceptive sans éjaculation ou insertive. Et aussi pour un groupe à prévalence élevée est indiqué sauf dans le cas de filation. Donc c'est ça la différence vraiment entre l'AES et l'exposition au liquide biologique.
Ici, on fait les rapports et dans l'AES, on explore la nature de piqûre. On passe à la prise en charge exposition sexuelle lors de violences sexuelles, viol. Donc, on a deux évaluations. La première concernait l'évaluation de l'agression et l'examen médico-légal avec des prélèvements en vue d'identifier l'agresseur. Elle est réalisée chaque fois que possible par un médecin légiste sur réquisition de justice après dépôt de plainte. La seconde réalisée par le médecin légiste ou l'urgentiste en concertation avec un médecin référent pour le VIH concernant l'évaluation de risques infectieux, en particulier viraux et les risques de grossesse. Cette deuxième évaluation aura pour le but de s'enquérir de la date des dernières règles, ou réaliser aussi les bilans de VIH, l'hépatite B, l'hépatite C, même pour la syphilis. Et n'oubliez pas aussi la prévention chez la femme d'une grossesse par contraception d'urgence, le pilule de lendemain. Et proposer traitement post-exposition avec une survaccination de l'hépatite B, c'est le malade non vacciné. Bien sûr, si en cas d'exposition sexuelle traumatique, l'hépatite C doit être prise en compte avec surveillance. Pour le bilan, ça pour le bilan de surveillance, soit par l'AES et soit par exposition sexuelle. Donc c'est ça. Toujours, il faut commencer pour l'AES, commencer par nettoyage, déclaration toujours, le statut du malade, la nature d'exposition soit par piqûre, soit par rapport sexuel. Piqûre, le plus important, c'est la piqûre profonde par aiguille creuse et intravasculaire. Et le rapport surtout anal réceptif. Après, il faut évaluer le malade, évaluer par la nature d'exposition et par le statut du personnel exposé. Après l'évaluation, on passe à la prophylaxie. Pour le traitement post-exposition pour le VIH, il faut commencer dans les 4 premières heures, il y a les indications de chaque côté. Puis pour l'hépatite B, c'est le malade non vacciné, on fait la sérovaccination. C'est le malade vacciné, on recherche le taux de anticorps anti-HBs. Pour l'hépatite C, il n'y a pas vraiment l'indication, sauf si on a une infection. Pour les rapports, sauf il y a si rapports traumatiques. C'est tout. Et merci.